Madame, Monsieur, bonjour. Voici les titres de ce 12h45. Le nouvel an chez les adeptes du culte vaudou, ce n'est pas le 1er janvier, mais plutôt le 10 janvier. Comment cela se passe chez eux? Comment les personnes handicapées ont-elles fêté le nouvel an au regard de leur situation plus ou moins précaire? La Californie, 8e pays à légaliser la vente et la consommation légale du marijuana récréative. À partir de ce 1er janvier 2018, la vente est effective. Le Nouvel An, une célébration qui diffère d'une communauté à une autre. Marcel Arossi nous emmène dans l'univers des adeptes du culte vaudou pour voir comment cela se passe chez eux. Reportage. Le Nouvel An est célébré au Bénin le 1er janvier comme dans beaucoup d'autres pays du monde. Il existe cependant quelques particularités selon les religions. Ici, nous sommes avec les adeptes du culte vaudou. Nous, adeptes du culte vaudou, nous fêtons aussi le Nouvel An, mais pas comme les autres. Nous attendons le 10 janvier pour célébrer notre Nouvel An. À ce moment, nous réveillons nos fétiches et communiquons avec eux. Nous implorons alors la paix sur notre entourage. Dans le pays vaudou, la nouvelle année, c'est l'occasion d'aller devant les assins, c'est-à-dire l'égrégore des familles, d'accord, pour comprendre d'où ils viennent, le sens de leur nom et l'éternité qui réside dans ces noms-là. C'est l'occasion chez eux aussi de formuler les meilleurs vœux possibles aux autres. Diverses activités viennent meubler la célébration de leur fête. Le 9 janvier, nous veillons et très tôt le matin, nous consultons nos fétiches pour savoir les dispositions à prendre pour la nouvelle année. À la mi-journée, nous organisons une réception, après quoi nous nous mobilisons pour les danses traditionnelles, chacun à son rythme. Ainsi, selon que l'on soit d'un pays ou d'un autre, ou encore de cette religion ou de l'autre, le début de la nouvelle année n'est pas toujours célébré le 1er janvier. Il est vrai que la situation des personnes handicapées s'est considérablement améliorée au cours du dernier demi-siècle. Mais cette situation est toujours limitée. Aujourd'hui, on s'intéresse à comment ces personnes vivent les moments de fête. C'est dans ce reportage réalisé par Donatien Falola et Marcel Arossi. La fête est ce moment privilégié, toujours attendu avec impatience. C'est une période de réjouissance destinée à célébrer quelque chose ou quelqu'un. Avec les personnes à handicap, notamment malvoyantes, cela se vit autrement. Lorsqu'on est diminué physiquement, lorsqu'on est malvoyant, lorsqu'on est handicapé moteur et tout, à comparer avec les autres qui ont toutes leurs facultés et tous les sens en place, il y a une sorte de diminution. Mais chacun trouve midi à sa porte. Chacun crée son paradis dans l'enfer qu'il a en face de lui. Autant la joie est contagieuse, autant la tristesse est contagieuse. Lorsque dans votre environnement, déjà, vous ressentez qu'il y a une forte présence de joie ou qu'il y a une grande manifestation avec tout le tintamarre que l'on ressent, le bruit, les lumières et tout ça. Vous retrouvez l'émotion des autres, c'est-à-dire la joie que ressentent les autres. Donc déjà, l'environnement vous communique
la fête. C'est vrai, vous ne voyez pas les couleurs, vous ne voyez pas les lumières, mais un décor propre et unique ou un décor changé inspire forcément. Un décor changé touche forcément. Et vous savez, les personnes aveugles sont plus intuitifs. C'est plus développé, soit au toucher, soit au ressenti de l'environnement. Et donc, ils parviennent à savoir que le décor n'est plus le même. Et l'autre chose, c'est aussi la musique, l'éclat de musique par-ci, par-là, ou l'éclat des cris que l'on ressent par-ci, par-là. Eh bien, ça aussi, ça vous met forcément dans l'élan de fête. J'ai le sens de l'agréable. Sans pour autant percevoir les couleurs, je me fais ma décoration à mon propre intérieur. Et je peux aussi toucher, et ça me suffit. Si je touche à ça, ça me suffit. On peut me dire telle chose à la couleur rose, telle chose à la couleur blanche, mais voilà. Et ça produit déjà l'harmonie que ça peut produire en moi. Toutefois, elles estiment qu'elles se sentent mieux dans les structures de prise en charge que chez eux en famille. Les personnes handicapées sont plus épanouies dans les structures de prise en charge que dans leur cocon familial. Et là, c'est dommage parce qu'on ne leur fait pas respecter tous les droits. Bien que l'environnement soit à la fête, on ne lui permet pas de jouer comme les autres, d'aller et de venir comme les autres. Et quand on prévoit déjà des jouets de Noël, des cadeaux de Noël, on estime que cette personne n'est pas concernée. Eh bien, c'est faire du tort aux personnes handicapées. Les questions liées à la réjouissance et au festin ne sont pas que d'ordre physique. La fête, elle existe et elle a lieu aussi bien chez les personnes bien portantes que chez les personnes portant un handicap. Au Sénégal, une école internationale de danse contemporaine et traditionnelle africaine lutte pour sa survie et appelle à la mobilisation pour ne pas fermer ses portes. Suivons ensemble ce reportage. Au sud de Dakar, l'École des Sables est une institution prestigieuse non seulement au Sénégal, mais dans toute l'Afrique. Ce centre international de danse contemporaine et traditionnelle est pourtant menacé de fermeture faute de financement. Fondée il y a près de 20 ans par la célèbre danseuse et chorégraphe Germaine Aconi, l'école a formé nombre de professionnels et d'étudiants venus de tout le continent. C'est un rêve pour tout jeune danseur. Tu vois, c'est une école qui apporte beaucoup de choses. C'est très important cette école. C'est très important pour la culture africaine en général et la danse en particulier. Entendre que cette école va peut-être fermer, c'est un choc pour moi. Le budget de fonctionnement se monte à environ 200 000 € par an. Beaucoup de subventions viennent de l'étranger. Aujourd'hui, le directeur de l'école et fils de la fondatrice espère un geste des pouvoirs publics. Nous, on a besoin de budget de fonctionnement pour continuer à faire ce travail. Et je pense que c'est là où le problème est, c'est que si les institutions étrangères nous ont aidés, il est temps que l'Afrique s'aide elle-même et qu'elle nous aide. Des stages pour les étrangers sont également organisés. L'école souhaite enfin attirer d'autres fonds privés pour que continue à vivre la danse contemporaine africaine. Selon certaines statistiques, entre 1500 et 2000 migrants ont bravé ces 3 derniers mois les dangers de la montagne pour passer clandestinement la frontière entre la France et l'Italie. Reportage. Passer la frontière franco-italienne en traversant les Alpes. Malgré les rigueurs de l'hiver, les migrants continuent de tenter ce périlleux voyage. Parmi eux, de nombreux mineurs isolés, comme Ismaël, 17 ans, originaire de Guinée. Il est accompagné de 3 autres jeunes. Côté italien, leur route débute à Bardonèche, sa gare, puis sa station de ski. Donc on prend le risque de marcher parce qu'on n'a pas le choix. Donc je pense que ça ira. Les récentes chutes de neige ont entraîné une multiplication des interventions des secouristes.
Le risque principal est lié au froid et à l'équipement qui doit être approprié, et tout d'abord les chaussures. À cette période, les températures de nuit atteignent moins 10 jusqu'à moins 15 degrés. La route vers la France passe par le col de l'Échelle, situé à plus de 1700 mètres d'altitude. En 3 mois, entre 1500 et 2000 migrants sont passés par là. J'avais très peur là-bas parce qu'on n'a pas des gens qui peuvent nous sauver là-bas. Donc j'étais très peur, mais Dieu merci, et je suis arrivé. Autour de Briançon, dans les Hautes-Alpes, des dizaines de bénévoles animent un réseau de solidarité. Certains viennent à leur secours en montagne, d'autres leur offrent un repas chaud, comme dans ce refuge. Il nous est arrivé de retrouver des jeunes avec, dans la neige, sans chaussures ou en t-shirt. Pourquoi ? Parce que les Africains, ils n'ont aucune idée du danger de la montagne. Aucune idée. S'ils parviennent finalement à échapper au danger de la montagne, beaucoup sont aussi arrêtés par la police française et renvoyés en Italie. Premier jour de la vente et de la consommation légale de marijuana récréative en Californie. L'État le plus peuplé des États-Unis devient de facto le plus gros marché mondial légal après avoir été pionnier du cannabis médical depuis 1996. Reportage. C'est l'une des nouveautés de 2018 en Californie. Le cannabis est désormais en vente libre. L'État le plus peuplé des États-Unis avait légalisé la marijuana en 1996, mais pour usage médical uniquement. Désormais, la drogue peut être achetée pour usage récréatif. On est là depuis 5 heures du matin. On ne voulait pas manquer ça parce que c'est historique. Et je crois que c'est une bonne chose. Ça va aider beaucoup de gens, des populations différentes au fil du temps. Selon des experts, l'État devient ainsi le plus gros marché mondial de cannabis et les ventes pourraient générer près de 6 milliards de dollars d'ici 2021. Ça fait déjà un moment que j'y avais droit pour usage médical, mais ma carte a expiré, donc j'attendais le nouvel an avec impatience pour pouvoir venir en chercher. La loi californienne autorise chaque habitant à posséder un peu plus de 28 grammes de cannabis. Seule restriction, ne pas consommer la drogue en public, au volant ou à moins de 300 mètres d'une école. La Californie devient ainsi le 8e État américain à légaliser le cannabis pour usage récréatif. Merci pour votre aimable attention. L'information se poursuit tout à l'heure à 19h45.